Alors aujourd'hui, nous avons comme invité l'économiste Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien, anciennement sur BFM TV. Et justement, nous allons en parler. Vous avez été, je vais le dire trivialement, viré de BFM TV après 25 ans. Vous avez été, j'imagine, convoqué par le rédacteur en chef. Non, même pas, même pas. Non? Comment ça s'est passé alors, du coup? J'ai reçu un appel d'un des journalistes qui présente les émissions. D'ailleurs, je devais donc assurer un direct qu'on m'avait confirmé la veille. Oui. Voilà. Et à 2h30 de l'émission, l'animateur m'a dit bon, finalement, tu restes, c'est pas la peine de venir. On va faire une pause et jusqu'aux élections. Jusqu'aux élections. Ouais. Là, c'est quand même dingue. Qu'on vous dise, voilà, oh bah tiens, j'ai pas besoin de vous peut-être pour cette émission. Mais là, on vous dit, j'ai pas besoin de vous jusqu'aux élections, alors que nous sommes au mois de juillet. Là, on me dit que on ne m'invite plus, non pas pour des propos que j'ai pu tenir en plateau, des propos choquants ou fallacieux. Alors choquants comme Emmanuel Le Chypre, ou fallacieux comme tout ce qui a été dit ou presque sur les gilets jaunes qu'on pouvait entendre sur BFM. Donc, c'est pas ce que j'ai dit à l'antenne, c'est pas les opinions c'est pas les opinions que j'ai pu diffuser depuis 25 ans que je travaille avec BFM, c'est ce qui figure sur mon Twitter. Et c'est vrai que parmi mes tweets, il y en a beaucoup qui, effectivement, sont sans concession pour l'action du gouvernement. Mais à chaque fois, c'est tout à fait factuel. Quel est leur rapport aujourd'hui, en tout cas, à l'information ? Eh bien, c'est un rapport plus compliqué parce que la plupart me disent s'informer sur les réseaux sociaux, uniquement sur les réseaux sociaux. Ils ont l'impression qu'il y a une véracité des infos sur Twitter, me disent-ils, ou sur Facebook. Et puis, la plupart ne font plus du tout confiance aux chaînes de télévision, aux chaînes d'infos notamment. Ils ont une vraie défiance envers les chaînes d'infos. Ils jugent que ces chaînes sont notamment trop proches du pouvoir. Qui soutient M. Macron ? Eh bien, c'est toutes les télévisions et les journaux de M. Drahi. Qui a fait Drahi ? Eh bien, c'est justement M. Macron. En tant que ministre de l'économie, il a autorisé le rachat de SFR alors que M. Montebourg était contre. Et il a aussi autorisé une escroquerie aux dépens des finances publiques de 400 millions d'euros par an, en faisant racheter l'Express, le BFM TV et autres, ce qu'ils appellent SFR Presse aujourd'hui, par Altice dans un premier temps. Voilà. Je veux dire qu'il y a peut-être là un retour d'ascenseur. Voilà, SFR a pu survivre grâce au rachat de BFM, ce qui a permis de modifier le taux de TVA qui était appliqué aux abonnements téléphoniques. Passant de 19 à 5, la marge de SFR a forcément augmenté de façon considérable, puisque dans un abonnement téléphonique SFR, on achète 80% de médias et on a 20% d'abonnements. Voilà. Vous donnez une information importante, c'est-à-dire que la TVA… Elle est connue, hein, je ne révèle rien. Hein, je ne la connaissais pas, mais enfin, je pense que le grand public ne connaissait pas cette information. C'est-à-dire la TVA est passée pour SFR et peut-être les autres aussi opérateurs téléphoniques de 19% à 5%. C'est quand même, 5,5. À 5,5. C'est quand même une marge énorme. Ah oui, ça, pour SFR qui n'était pas rentable, du jour au lendemain, l'effet de levier était énorme. C'est une opération gagnant-gagnant. Voilà. Bon, mais elle a été effectivement autorisée par Bercy, etc. Donc voilà, c'était un grand service. Bercy, dont M. Macron en était à l'époque le ministre. Oui. Ils jugent que ces chaînes sont notamment trop proches du pouvoir. Vous l'avez compris, les présidentielles s'approchant, le gouvernement se démène tant bien que mal pour tenter de garder la main sur l'information. Et s'il semble globalement bien se débrouiller à cette tâche, dans certains cas, ce n'est pas une sinécure. À l'image de la troisième partie, dans laquelle était abordé le sujet de la guerre oligarchico-médiatique que se livre le couple présidentiel Niel Arnaud contre Vincent Bolloré, la chaîne CNews n'est pas véritablement en odeur de sainteté à l'Élysée.
Exemple, n'ayant pas du tout supporté les critiques acerbes du plateau de Pascal Praud à l'encontre de la communication de Jean Castex lors de sa conférence de presse du 22 mars sur les nouvelles mesures de confinement, Mayada Boulos, ancienne attachée de presse de Marisol Touraine, la pire ministre de la Santé de la Ve République selon Pascal Praud, convia l'animateur phare de la chaîne de Bolloré à Matignon le 24 mars 2021 pour discuter. Cela dura 2 heures. Elle l'a invité 2 jours après cette émission qui l'avait énervé. La gauche sanitaire, autoritaire, étatiste, incarnée par Olivier Véran, mais aussi par Nicolas Revel, le directeur de cabinet. L'inventeur des attestations pour se promener. Oui, mais vous savez que c'est Nicolas Revel qui a écrit le discours de Jean Castex. Alors, Nicolas Revel qui n'a pas vu... Celui auquel on n'a rien compris ? Oui, mais il n'a pas vu un vrai Français depuis des années, Nicolas Revel. Il ne sait pas ce que c'est qu'un vrai Français. Un Français normal, je veux dire. Il n'a pas vu un magasin. Il ne sait pas ce que c'est, Nicolas Revel, d'aller à 18h, par exemple, quand le magasin ferme. Par exemple, il ne sait pas que dans un magasin qui ferme à 18h, tu rentres plus déjà avant 17h45, par exemple, parce que c'est comme ça. Mais ils savent pas. Mais pour eux, un magasin, c'est un truc dans une nomenclature. Voilà, ils savent pas. Donc, il a écrit un discours auquel personne n'a rien compris, bien évidemment. Donc, il faudrait effectivement que cette gauche étatiste, sanitaire, autoritaire, Véran, Salomon, Revel, tous ces gens-là, passent peut-être à autre chose. Je sais ça. Non, mais c'est intéressant de décrypter, par exemple, la communication. Et j'ai oublié quelqu'un d'autre également, qui est Mayada Boulos, la directrice com du Premier ministre, qu'il l'envoie à la France Inter et qu'il l'envoie dimanche dernier chez Twitch, comme si un Premier ministre n'avait pas autre chose à faire un dimanche soir qu'aller sur Twitch avec Samuel Etienne. Donc, ancienne attachée de presse de Marisol Touraine. C'est les gens de Marisol Touraine. Donc, voilà, ces gens-là, ils font... Voilà, Quelques mois après son passage à Matignon, des téléspectateurs de la chaîne du groupe Canal commencèrent à soupçonner l'animateur, proche de Bruno Roger Petit, porte-parole du palais présidentiel, de tenir un discours un peu plus favorable à l'égard du président. Son ostentatoire soutien au président de la République après l'épisode de la gifle paraît avoir été la goutte d'eau qui fit déborder le vase de leur méfiance. Mais bon, après ce ne sont que des supputations et ça vaut ce que ça vaut. Mais je me répète, ce qui est important de soulever ici, si cela n'était pas encore clair pour certains parmi vous, c'est la farouche détermination du pouvoir qui est prêt à tout, comme d'aller séduire des journalistes pour que ces derniers leur servent la soupe. Et surtout à l'approche des élections. À noter d'ailleurs que cet article du journal Le Monde, écrit par Ariane Chemin, précise que le dîner du 24 mars à Matignon ne fut pas le premier entre le journaliste et le pouvoir. En effet, ce dernier fut invité le 15 octobre 2020 à l'Élysée, où il reçut d'ailleurs un SMS du président lui-même, alors même que ce dernier était occupé à Bruxelles au sommet européen. Et la grande question que vous allez vous poser avec moi une fois ce dernier volet terminé, c'est « Mais combien de journalistes ont le numéro privé d'Emmanuel Macron ?» C'est fou, non? C'est d'ailleurs le cas de la personne dont je vais parler juste après. De la questure à l'Élysée, Pascal Praud, invité et ménagé par le pouvoir. Pascal Praud a gagné son ticket d'entrée à Matignon le lundi 22 mars, en plaçant au menu de son talk à succès, l'heure des pros, la conférence de presse du Premier ministre sur les nouvelles mesures de confinement dans 16 départements français, un mot contredit selon lui quelques heures plus tard par Emmanuel Macron. Ce texte restera dans l'anthologie des discours de Premier ministre, se lamente ce jour-là Pascal Praud sur son plateau. Les gens ne pigent rien, les responsables de ce texte inspiré par l'administration et la gauche sanitaire, comme il dit. Le directeur du cabinet de Jean Castex, Nicolas Revel, lâche-t-il à l'antenne, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un Français de tous les jours, et Mayada Boulos, ancienne attachée de presse de Marisol Touraine, la pire ministre de la Santé de la Ve République. Ce matin-là, il ajoute, le type qui a inventé une attestation pour sortir de chez lui, il faut le pendre. C'est au second degré évidemment que je dis ça, précise ensuite le journaliste. Mais Mayada Boulos n'apprécie pas cette violence, même métaphorique. Un coup de fil agacé au directeur de l'information de CNews, Thomas Baudet, et la voilà en contact avec l'animateur, qu'elle convie à prendre un café à Matignon. Le Premier ministre passe par le bureau de sa conseillère durant l'entretien et l'animateur tente sa chance. « Monsieur le Premier ministre, une interview pour s'expliquer dans l'heure des pros plutôt que d'aller toujours sur France Inter ?» Refus de Jean Castex, qui contrairement à pas mal de membres du gouvernement, rechigne à se rendre sur la chaîne.
N'empêche, le café à Matignon aura duré 2 heures. Pascal Praud ne s'est pas seulement rendu rue de Varennes. Jeudi 15 octobre, il a été discrètement reçu à l'Élysée. Très bien reçu, même convié à dîner par un trio qui se côtoie régulièrement et forme comme un club informel. Bruno Roger Petit, que nous appellerons BRP, conseiller mémoire du président, Jonathan Guéma, ancien collaborateur de Gérard Collomb devenu la plume du chef de l'État, et Florian Bachelier, premier questeur de l'Assemblée et ancien socialiste, lui aussi, avant d'être élu avec la Vague en Marche, député d'Ille-et-Vilaine en 2017. Un dîner de presse, comme nous en organisons souvent, dit Clément Léonard-Duzy, le directeur de la communication du président, également présent à la soirée élyséenne. Retrouvailles. Cette fois, les relations avec l'Élysée n'avaient pourtant pas besoin d'être aplanies. Il s'agissait presque de retrouvailles. Florian Bachelier est l'un des invités réguliers de l'Heure des pros et a déjà convié pour un repas à la Questure Pascal Praud, Bruno Roger Petit et une autre de leur fréquentation, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Quant à BRP, le monsieur triangulation de l'Élysée, il scrute depuis longtemps CNews, qui relaie souvent les obsessions de l'extrême droite et a pour lui le même avantage que Valeurs Actuelles, cliver l'opinion en 2 camps, sans laisser beaucoup de place à d'autres courants de pensée. BRP est même si assidu que l'ami Pascal Praud, un correspondant régulier, lit parfois à l'antenne les textos que le conseiller de l'Élysée lui envoie durant l'émission, comme ce 20 octobre où le journaliste de CNews corrige en direct son invité, l'historien Franck Ferrand inquiet que la jeunesse d'Emmanuel Macron l'empêche d'honorer à leur mesure les grands hommes de l'histoire de France. Sachez que vous faites réagir jusqu'au sommet de l'État, commente M. Praud, ce jour-là, l'œil sur son téléphone. Le bicentenaire de Napoléon sera célébré comme il se doit. Le 15 octobre, Emmanuel Macron n'était pas présent lors de la réception à l'Élysée. Mais Pascal Praud a reçu à table un SMS du président, occupé à Bruxelles à un sommet européen. Ce n'était pas le premier. Un jour de décembre 2018, alors qu'elle officiait encore à l'Élysée, Sibeth Ndiaye avait demandé aux conseillers réunis autour du président quel est l'imbécile qui a envoyé un message à Pascal Praud sur la prime de 100 € promise chaque mois aux travailleurs payés au SMIC. Il vient de citer l'Élysée en pleine émission. Une voix rigolarde s'était dénoncée, c'est moi. Moi, c'était le président. Quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, des gens en dessous de lui qui sont moins bons. Il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une Comme vous avez pu le remarquer avec McFly et Carlito, les opérations séduction de la Macronie ne se limitent pas qu'au cercle plutôt sérieux du paysage audiovisuel français. En effet, nous ayant maintes fois convaincus d'avoir la main verte de bêtises pour nous avoir planté une équipe gouvernementale si guignolesque qu'elle rendrait sérieux un épisode de South Park, devons-nous nous étonner des qualités d'acclimatation d'Emmanuel Macron lorsqu'il se présente sous les gloussements de TPMP ? Parlons un peu de Cyril Hanouna. Si suivre quotidiennement son émission à succès peut faire perdre 2 points de QI, il ne faudrait pas, à mon sens non plus, trop sous-estimer la perspicacité du personnage. Pour créer, animer et gérer une émission, cela demande d'avoir de la matière grise et encaisser une telle pression n'est pas donné à tout le monde. Il est plus facile pour une personne intelligente de jouer les idiots qu'à un idiot de jouer les intelligents. Et malheureusement, beaucoup tombent dans le panneau. Et c'est la raison pour laquelle il est de mon point de vue essentiel de prêter attention au rôle du guignol du PAF qui a réussi à paraître comme un véritable soutien des Gilets jaunes et de bien d'autres mouvements victimes de la politique macronienne. Attention, je ne lui prête pas d'intention malsaine, étant certain que ce doit être quelqu'un de bien dans la vie de tous les jours, mais il semble que la relation qu'il entretient avec le couple présidentiel ait une certaine influence sur lui. Cette réflexion purement personnelle est le fruit de 2 ans d'observation. Je me souviens d'ailleurs avoir été interpellé en janvier 2019 par l'animateur qui se déclarait prêt devant la presse à inviter dans son émission le président Emmanuel Macron, alors en peine dans les sondages vu le contexte gilet jaune, en vue des élections européennes. Il n'a jamais caché son amour pour le président avec qui il échange en privé.
Aussi, un article du journal du dimanche du 29 janvier 2019 révéla que celui qui ne céda rien aux Gilets jaunes envoya un SMS au présentateur judéo-tunisien pour le remercier de sa démarche auprès de la mouvance Gilets jaunes. Ça n'interpelle personne, ça ? Les plateaux politiques de l'ambianceur Cyril Hanouna sont, selon mes observations, une sorte de paratonnerre pour la Macronie, un défouloir qui permet de plus ou moins canaliser certaines tensions qui montent dans la société. Cela permet de donner le sentiment aux gens qu'ils sont écoutés. Vous voilà dans un costume de casque bleu médiatique, n'est-il pas un peu trop lourd à porter ? C'est une responsabilité. Pour moi, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas recevoir des gens en détresse, les écouter sur mon plateau et rentrer chez moi comme si de rien n'était. J'ai choisi de mettre la popularité de mes émissions au service des Français. De profiter de leur puissance pour amener sur mon plateau des politiques qui acceptent de dialoguer avec cette France dite des ronds-points. Ce qui s'est passé vendredi m'y encourage et me conforte. Il se murmure que le gouvernement miserait sur vous pour parler aux jeunes et aux classes populaires. Balance ton poste est un programme populaire. Mes émissions attirent le plus de jeunes, c'est vrai. Ce qui compte, c'est de faire avancer les choses. Que les Français puissent proposer leurs idées à ceux qui sont en mesure de les mettre en œuvre concrètement, les responsables politiques. Si mes émissions peuvent servir à cela et que les personnes en responsabilité s'en rendent compte, c'est gagné pour tout le monde. Allez-vous continuer à traiter cette crise à l'antenne ? Bien sûr. Et mon implication sera totale. Nous allons répéter ce dispositif, notamment pour les élections européennes. Balance ton poste sera l'un des acteurs médiatiques de cette campagne, et je compte en faire l'un des grands rendez-vous de débat du printemps. Avez-vous échangé avec Emmanuel Macron sur cette crise ? J'ai reçu un sympathique SMS de sa part il y a quelques semaines, où il me disait apprécier ma démarche auprès des Gilets jaunes. Durant la présidentielle, je l'avais aussi interpellé, au culot, près de TF1. J'essaie de me servir de cette accroche pour que les Français puissent lui adresser des messages via mes émissions. Vous l'inviterez sur le plateau ? C'est mon objectif. Je lui lance d'ailleurs une invitation dans Balance ton poste, et j'espère avant les européennes. À un an des élections présidentielles 2022, son émission humoristique TPMP s'est vue de plus en plus muée en terrain de jeu politique devenu incontournable pour la Macronie qui profite de la sympathie qu'attire le présentateur pour redorer son image. Et avec, bien sûr, la bénédiction de l'intéressé. D'ailleurs, celui qui appelle Brigitte Macron et son mari durant ses directs n'a pas supporté dans son avant-dernière émission de cette saison que des personnes qu'il avait pourtant invitées pour discuter de la gifle reçue par Emmanuel Macron tentent d'expliquer ce geste. On l'a rarement vu aussi agressif. Jean, je vais t'expliquer quelque chose. On n'est pas d'accord avec tout ce que dit la France Insoumise ici. Si, j'ai l'impression que si, justement. Mais tu dis des conneries. Non, c'est pas vrai. Tu es un abruti. Non, toi, t'es un abruti. Toi, t'es un abruti, je te dis. C'est vrai, je vais juste dire. Non, laissez-moi lui parler, parce que, je t'explique, tu es toujours hors sujet. Non, je suis pas hors sujet. Tu politises toujours le truc. Je t'ai dit, je suis contre. Non, je t'ai dit, je suis contre ce geste. Et tu me fatigues. Je te dis que je suis contre ce geste. Mais tu parles de la France Insoumise. Mais c'est pas parce qu'on essaie d'expliquer ce qui s'est passé qu'on le justifie. Point. Attendez. Touche pas à son pote. Je rappelle que le travail de Cyril Hanouna, c'est quand même de mettre Marine Le Pen et Emmanuel Macron au second tour de la prochaine élection présidentielle, on est bien d'accord. Il est VRP du Rassemblement National, c'est son travail à Cyril Hanouna. On est bien d'accord que, les gens ça aussi ne le voient pas, mais c'est quand même sidérant. Cyril Hanouna, dès la campagne présidentielle, il te chope Macron à la sortie d'un débat. Il souhaite Macron le rappelle pour la millième de TPMP en direct devant toute la France pour lui souhaiter une bonne millième. L'autre, il lui souhaite une belle échéance le 7 mai. Puis ensuite, il le rappelle pour lui souhaiter son anniversaire sur C8. Et puis ensuite, il rappelle Brigitte Macron pour son anniversaire, là aussi. Le seul exemple que j'ai trouvé d'une chaîne de télé qui appelle le président dans une démocratie occidentale pour lui souhaiter un bon anniversaire, c'est Fox News avec Donald Trump. J'ai rien trouvé d'autre. Le but de Cyril Hanouna, c'est d'appuyer idéologiquement l'escroquerie intellectuelle qui est le El Famoso, un jeune, une solution de l'autre con, là, leur espèce de plan de com, et lui, vu qu'il n'y a rien dedans, monte autour toute la structure pour donner corps à cette bêtise. Au départ, c'était ça. Entre-temps, bien sûr, tu as eu le truc des Gilets jaunes. Tu as eu les Gilets jaunes, sur lequel Cyril Hanouna a été également totalement au premier plan.
Et d'ailleurs, tous les insurgés, tous les révoltés ont naturellement convergé, tranquille le chat, vers le plateau de Cyril Hanouna. Et comment ça s'est terminé tout ça? Par un grand débat national. Le grand débat national, c'est la concrétisation du ramenage de Gilets jaunes où Hanouna est passé en mode berger avec les moutons dans l'enceinte de C8. C'est cette opération de com qui a été l'amorce du grand débat national, en réalité, qui a mis dans les esprits que ce mouvement révolutionnaire devait être quelque chose qui se réglerait sur le plan du médiatique et de la communication. Je rappelle d'ailleurs que lors de cette escroquerie, Marlène Schiappa était présente tous les soirs et elle n'était pas présente en tant qu'invitée. Elle était co-animatrice de l'émission. Et depuis, c'est le défilé. Tout le gouvernement passe là-dedans. Djebari y est passé. Gabriel Attal y est tout le temps. Aligner autant de membres du gouvernement dans une émission de télé, c'est quand même légendaire. Et même ceux qui ne veulent pas y aller au gouvernement y ont été. Hein. On sait qu'il y a eu Jean-Michel Blanquer à résister et qu'il a eu 24 heures de pression sur les réseaux sociaux et de la part d'Emmanuel Macron pour finalement céder et y aller. Petite précision à la post-production, parce que ma formulation n'était pas claire pendant le live, Jean-Michel Blanquer n'est pas encore passé dans l'émission. Il a par contre récemment cédé aux pressions de Cyril Hanouna et d'Emmanuel Macron, alors que lui-même ne voulait pas y aller, c'était il y a quelques jours, et il va donc très prochainement passer dans TPMP. On aurait pu également rajouter à la liste Elisabeth Borne, qui elle non plus ne voulait pas, mais a finalement cédé à la pression et est passée dans l'émission de Cyril Hanouna. Quant à Marlène Schiappa, bon là c'est plus un rond de serviette, elle a une table à son nom. Et le plus choquant dans l'histoire, ce n'est pas que Marlène Schiappa soit invitée en réalité, c'est que elle y est systématiquement opposée à l'extrême droite. Et que la Macronie, à chaque fois que la Macronie est invitée chez Hanouna, c'est pour être opposée à l'extrême droite. C'est-à-dire, je prends les termes médiatiques, au Rassemblement national et à ses représentants. Hanouna organise depuis 2 ans le face-à-face entre le Rassemblement national et la République en marche pour les prochaines élections. C'est ce que veut le président, c'est ce que le président a demandé à Hanouna et c'est ce que Hanouna fait. L'émission de Cyril Hanouna est la plus grande entreprise de fraude intellectuelle de la télévision française. C'est en réalité le préquel du débat du second tour. Pourquoi est-ce que Schiappa va te dire ce serait pas incohérent qu'Hanouna anime le débat de second tour? Elle a raison. Mais ça fait 2 ans qu'il est là, le débat de second tour. Ça fait 2 ans qu'il est au moins une fois par semaine chez Hanouna, ce débat-là. Et le fait que cette émission puisse faire ça en toute impunité est un viol absolu de toutes les règles de pluralité, de représentation des différentes courants politiques au sein mais le CSA n'est pas préparé pour ça. Ce sont des dinosaures face à un requin. Ils vont se faire bouffer. Tombeau blanchi. Sépulcre blanchi. Ces 2 mots que le Christ employa lors d'une de ses confrontations avec d'hypocrites élitistes pharisiens résument à eux seuls la définition de la dissimulation qui est le maître mot de nos dirigeants politiques. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. En vue de pallier la vacuité de ses actions, Gérald Darmanin a décidé d'engager 12 commissaires afin qu'ils se muent en communicants. Leur mission consiste à noyer radio et télévision de propagande mensongère en vue des élections 2022. D'après l'article du Canard enchaîné qui révéla cette histoire, 409 agents œuvraient déjà dans ce sens, à savoir, je cite, « polir l'image du ministre, vanter son action et satisfaire les chaînes d'infos en continu ». Fin de citation. C'est la dernière trouvaille du locataire de la place Beauvau qui, au lieu de prendre soin de sa police qui croule sous les suicides, le manque de moyens et d'effectifs, décide plutôt de l'instrumentaliser comme une arme politique comme le fit Christophe Castaner, son prédécesseur. D'ailleurs, commissaire politique et commissaire communicant, telles sont les qualifications données par les policiers eux-mêmes à cette vaste mascarade initiée par le premier flic de France.
Avant de conclure cette vidéo par une formule que m'a inspiré ce travail de recherche sur ce thème absolument atroce mais non moins passionnant, je tenais à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo subdivisée en 4 séries consacrée à l'obsession du contrôle médiatique de la bête française. Si vous avez apprécié ce travail, fruit de plusieurs semaines de labeur, n'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee, à partager la vidéo partout, à la commenter, liker pour contourner l'algorithme qui invisibilise la chaîne et enclencher la cloche pour ne manquer aucune notification. Au final, quel aphorisme puis-je apporter pour évoquer tout ce mal commis par ce pouvoir, si ce n'est qu'il convient de constater avec le temps que le maître des horloges n'a de cesse de bloquer les aiguilles de la démocratie pour que l'heure soit au totalitarisme. C'était la voix de Portici. Portez-vous bien.